تسمية النائب الأستاذ فنان سلام. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce samedi 6 avril. Avec 124 voix sur 128, c'est sans surprise que Michel Sleiman charge Tamam Salam de former un nouveau gouvernement au terme de cette seconde et dernière journée des consultations parlementaires contraignantes au palais de Bravda. Tamam Salam s'engage à former un gouvernement d'intérêt national. Le Premier ministre désigné tend la main à toutes les forces politiques libanaises et affirme vouloir protéger le pays de la crise syrienne. Le président Bachar el-Assad prévient qu'une victoire des rebelles syriens aurait un effet domino sur la Syrie et risquerait de déstabiliser l'ensemble du Proche-Orient pendant de longues années. Et à suivre également dans cette édition, la France propose de maintenir une force permanente de 1000 soldats au Mali. En visite à Bamako, Laurent Fabius insiste sur le respect des échéances fixées pour le retrait de la majorité des troupes françaises et la tenue d'élections. 124 voix sur 128, c'est donc sans grande surprise que Tamam Salam a été désigné Premier ministre au terme de 2 jours de consultations parlementaires contraignantes au palais de Bravda. Après avoir consulté les blocs parlementaires et les députés indépendants, le président Michel Sleiman a donc chargé Tamam Salam de former un nouveau gouvernement. Dans son premier discours, le Premier ministre désigné s'est engagé à protéger le Liban des répercussions du conflit syrien qui divise profondément le pays et fragilise sa sécurité. Il a dit s'engager à faire sortir le Liban des divisions politiques qui se sont répercutées sur le plan de la sécurité. Il a aussi dit vouloir former un gouvernement d'intérêt national pour le bien du pays et appeler à l'adoption d'une loi électorale le plus vite possible, une loi qui garantisse une représentation équitable de toutes les parties. Tamam Salam a indiqué avoir accepté cette nomination, convaincu que son devoir est d'œuvrer pour l'intérêt du pays, en coopération avec toutes les partis politiques. Le député de Beyrouth succède ainsi à Najib Miati qui a démissionné le 22 mars dernier, après une crise au sein du gouvernement, notamment liée à la prorogation du mandat de l'ancien chef des forces de sécurité intérieure, Achraf Lifi. De l'avis général, le gouvernement et la déclaration ministérielle ne seront pas faciles à établir. La classe politique reste tellement divisée que la composition du prochain cabinet risque de prendre plusieurs semaines. C'est à ce moment-là que l'on va assister au partage d'influence entre l'Arabie saoudite et l'Iran dans une sorte de cohabitation de facto. C'est donc la mission qui sera fixée en priorité qui va déterminer la nature du prochain gouvernement. Si la priorité est à l'organisation des élections, il faudra un cabinet neutre et impartial. Mais s'il s'agit du maintien de la sécurité, il faudra alors un cabinet fort. Si le mot d'ordre est à la réconciliation, c'est donc un cabinet souple et ouvert qu'il faudra former. Qui est donc Tamam Salam, un modéré doté d'un sens de la diplomatie, un homme affable, apôtre du passage en douceur. C'est en ces termes-là que les personnalités qui le connaissent de près le présentent. Député de Beyrouth, âgé de 67 ans, Tamam Salam est issu d'une famille dont les racines beyroutines sont profondes. Fils de Saeb Salam, qui fut Premier ministre à 6 reprises et l'un des principaux leaders sunnites du pays. Sa famille a joué un rôle de premier plan dans la vie politique libanaise et se distingue par sa modération, son attachement au libéralisme et son ouverture sur les autres communautés. Tamam Salam, qui a étudié l'économie, la finance et la gestion en Grande-Bretagne, commence sa carrière dans les affaires. Il fait ses premiers pas en politique en 1974 en fondant le mouvement des pionniers de la réforme. Mais ce n'est qu'en 1996 qu'il est élu pour la première fois député de Beyrouth en tant que candidat indépendant. Bachar el-Assad avertit qu'une chute de son régime aurait un effet domino au Moyen-Orient et déstabiliserait cette région pendant de longues années à venir. Le président syrien a tenu ses propos lors d'une interview avec des médias turcs. Il a par ailleurs qualifié le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, dont le gouvernement soutient la rébellion, d'idiot et d'immature. Assad refuse de quitter le pouvoir et assimile les rebelles qui veulent la chute de son régime à des terroristes. Il a par ailleurs lié l'ouverture d'un dialogue avec l'opposition à la non-ingérence de la communauté internationale. Le chef de l'État syrien qui est confronté depuis 2 ans à une rébellion qui a déjà fait plus de 70 000 morts selon l'ONU. Et puis sur le terrain en Syrie, 4 journalistes italiens ont été enlevés dans le nord du pays. Le ministère des Affaires étrangères italien
a indiqué suivre l'affaire depuis le début. Une unité de crise a immédiatement été activée. Rome demande la discrétion maximale et insiste sur le fait que la sécurité physique des otages reste la priorité absolue. Selon le site internet du quotidien La Repubblica, il s'agirait d'un reporter de la RAI, la radio-télévision publique italienne, et de 3 journalistes freelance. Dans un instant, Al-Qaïda au Maghreb islamique dément la mort de son chef au Sahara, pourtant confirmée par la France. Journée sanglante en Irak, 22 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessées à Bakuba dans un attentat suicide contre une réunion électorale. Une grenade a d'abord été lancée à l'intérieur d'une tente où se tenait cette réunion avant que le kamikaze n'active sa charge. La ville de Bakuba est située à 65 km environ au nord-est de la capitale, Bagdad. En Égypte, 5 personnes ont été tuées et 8 autres blessées près du Caire dans des affrontements entre musulmans et chrétiens coptes. En cause, des graffitis dessinés par des enfants coptes sur le mur d'un institut religieux musulman dans la localité de Knossos. Les affrontements ont éclaté tard vendredi soir et se sont poursuivis ce matin. Des coups de feu ont été tirés par des membres des 2 communautés religieuses. 4 coptes et 1 musulman ont péri. Le président égyptien Mohamed Morsi, qui est issu de la confrérie des frères musulmans, s'est engagé à protéger les droits des coptes d'Égypte, qui comptent pour 10% environ des quelques 83 millions d'habitants du pays. Mais les tensions restent vives entre les 2 communautés. Les discussions entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme nucléaire iranien ont repris ce samedi au Kazakhstan, sans que le moindre rapprochement ne se dessine entre les positions des 2 parties. Ce nouveau cycle de pourparlers, le 2e de l'année 2013, ne devrait déboucher que sur un engagement à poursuivre les discussions. Aucun des participants n'envisage de renoncer aux efforts diplomatiques. En effet, leur abandon pourrait inciter Israël à bombarder les installations nucléaires iraniennes. La perspective d'un accord reste toutefois bien lointaine. La France propose de maintenir de façon permanente 1000 de ses soldats au Mali. En visite hier à Bamako, Laurent Fabius a indiqué que cette force d'appui française restera pour combattre le terrorisme. Paris prévoit de ramener les effectifs français de l'opération Serval de 4 à 2000 hommes dans les 3 prochains mois. Le chef de la diplomatie française a également insisté sur le respect des échéances fixées pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en juillet, et cela malgré la persistance de l'insécurité. À cela s'ajoutent des questions liées aux 400 000 réfugiés et à la mise à jour des listes électorales. Tous mes interlocuteurs, je dis bien tous sans exception, soutiennent, ce qui est d'ailleurs la feuille de route adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, que les élections doivent avoir lieu en juillet. Je n'ai entendu personne, y compris parmi les grands partis politiques, proposer quelque chose de différent. Et nous, la France, même si nous n'avons pas, bien sûr, à nous ingérer dans les décisions maliennes, c'est important pour nous, membres de la communauté internationale, que les élections aient lieu à leur date. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller, où il n'y ait pas de forces armées qui soient autonomes au Mali. Il peut y avoir des mouvements politiques, les mouvements politiques sont absolument libres de leurs idées, c'est même souhaitable. Et il faut que les chemins du dialogue soient trouvés. Mais j'ai cru comprendre d'ailleurs, en discutant avec tel ou tel responsable, que déjà des dialogues existent, même s'ils ne sont pas officialisés. Et donc nous souhaitons vraiment que le dialogue soit développé. C'est possible parce que moi j'ai confiance à nos autorités qui ont d'ailleurs confirmé que les élections peuvent se tenir en mois de juillet. Je peux vous rassurer que la jeunesse, le peuple malien aussi sont prêts pour aller aux élections. Kidal n'a pas été libéré parce que Kidal a été libéré par l'armée française et puis la MISMA. Mais l'armée malienne n'est pas là. Et justement, les premières sessions d'entraînement de l'armée malienne par une mission européenne de formation ont commencé cette semaine. Quelques 550 militaires européens, dont 200 formateurs, issus de 23 pays de l'Union européenne, vont assurer la formation d'environ 3000 soldats maliens. Un premier bataillon de 670 hommes devrait être opérationnel dès la fin du mois de juin, après un entraînement militaire intensif. Objectif, permettre à l'armée malienne d'assurer la sécurité du Mali sur le long terme, alors que les troupes françaises vont amorcer leur retrait du pays. Mais face à des contingents sous-équipés et déstructurés, la mission s'annonce difficile. Explication. Il s'agit plutôt de bandes de soldats, à la tête desquels on place ponctuellement un chef pour remplir une mission.
Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et que ça n'est pas ce qui confère son efficacité à une armée. Je ne sais pas si l'Europe le voudra, parce que ça représente des moyens, ça représente un investissement sur le long terme. C'est un choix politique que je ne peux pas faire à la place des Européens, évidemment. Mais c'est une belle ambition. Al-Qaïda au Maghreb islamique dément la mort de son chef au Sahara, confirmée pourtant par la France. Dans un communiqué repris par l'organisation américaine SITE, qui surveille les sites internet islamistes, le groupe armé dénonce l'erreur flagrante de Paris et menace la France de jours sombres en Afrique du Nord et de l'Ouest. La déclaration d'AQMI ne mentionne pas son nom, mais tout indique qu'elle fait allusion à Abdelhamid Abou Zeid. Sa mort au Mali en février avait d'abord été annoncée par les autorités tchadiennes, puis confirmée de manière certaine par la France suite à des analyses d'ADN. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi en Inde, le bilan de l'effondrement d'un immeuble dans une banlieue de Bombay s'est alourdi à 72 morts. 36 heures après l'accident, les secours ont pu retirer une survivante des décombres. La veille, ils ont secouru un bébé de 10 mois. Aucun permis de construire n'avait été délivré pour ce bâtiment de 7 étages, construit avec des matériaux de mauvaise qualité. Selon un témoin, l'immeuble s'est effondré comme un château de cartes en 3 ou 4 secondes. Toujours en Inde, une touriste britannique en vacances dans le Cachemire a été retrouvée morte, baignant dans une mare de sang sur une péniche aménagée. Un Néerlandais a été arrêté peu après, à environ 75 km, et placé en détention. La victime, âgée de 24 ans, séjournait depuis 2 mois sur un houseboat sur le lac Dal. La police a ouvert une enquête pour déterminer notamment si la victime a été agressée sexuellement. 120 tonnes environ, c'est la quantité d'eau contaminée qui se serait écoulée dans le sol depuis un réservoir de stockage souterrain de la centrale de Fukushima. Bien que ce réservoir soit situé à seulement 800 mètres de l'océan, il est peu probable que l'eau radioactive puisse s'y écouler. TEPCO, la compagnie qui gère la centrale accidentée, prévoit de transvaser les 13 000 mètres cubes d'eau restants dans d'autres cuves au cours des 2 prochaines semaines. Et puis on reste en Asie où le régime nord-coréen de Kim Jong-un ne va plus garantir la sécurité des ambassades étrangères, et cela à partir du 10 avril en cas de conflit. Cette annonce de la Corée du Nord fait monter encore d'un cran la tension après que Pyongyang a installé un 2e missile de moyenne portée sur sa côte est. Un missile qui pourrait frapper en principe l'île américaine de Guam où se trouvent 6 000 soldats. Même si les États-Unis et la Corée du Sud disposent de toute une panoplie d'intercepteurs pour faire face à d'éventuelles frappes nord-coréennes, les appels à la retenue se sont multipliés ces dernières semaines sur la scène internationale face à la rhétorique belliqueuse de Pyongyang. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Avec 124 voix sur 128, c'est sans surprise que Michel Sleiman charge Tamam Salam de former un nouveau gouvernement au terme de cette seconde et dernière journée des consultations parlementaires contraignantes au palais de Bravda. Tamam Salam s'engage à former un gouvernement d'intérêt national. Le Premier ministre désigné tend la main à toutes les forces politiques libanaises et affirme vouloir protéger le pays de la crise syrienne. Le président Bachar el-Assad prévient qu'une victoire des rebelles syriens aurait un effet domino sur la Syrie et risquerait de déstabiliser l'ensemble du Proche-Orient pendant de longues années à venir. Et la France propose de maintenir une force permanente de 1000 soldats au Mali. En visite à Bamako, Laurent Fabius insiste sur le respect des échéances fixées pour le retrait de la majorité des troupes françaises et la tenue d'élections. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.